revenir en France. On va descendre dans le sud-ouest, à Tarbes, je crois, avec le docteur Henri-Yves Truong Tan Trung, qui est à Tarbes, c'est ça? Et qui est médecin, C'est médecin ça. acupuncteur, pour nous parler de l'acupuncture et de la douleur. Voilà. Où est-ce qu'on en est, point d'actualité, où est-ce qu'on en est en 2020? Tout d'abord, merci à vous d'être là pour cette présentation. Merci aux organisateurs de la conférence ICEPS de m'avoir permis de faire cette présentation. Et merci au docteur Paul Galibert, qui est le chef de service d'anesthésie réanimation de l'hôpital de Tarbes, qui m'a apporté son expertise. Donc, tout d'abord, aucun conflit d'intérêts à signaler dans le cadre de cette présentation. Quelques rappels tout d'abord. L'acupuncture est une discipline thérapeutique issue de la tradition médicale chinoise. Mais en fait, c'est un terme générique qui désigne l'ensemble des techniques de stimulation de points précis du corps. Comment faire cette stimulation? Ce qui est le plus connu, ce sont les aiguilles qui sont insérées à travers la peau et qui sont manipulées. Et on peut utiliser également d'autres techniques de stimulation, notamment l'électroacupuncture, qui permet d'avoir un effet plus intense et plus durable, donc qui est beaucoup utilisé dans le cadre de la douleur, mais on peut également stimuler les points grâce à la chaleur issue de la combustion d'un bâtonnet d'armoise ou d'une source infrarouge, c'est la moxibustion. Puis il y a aussi l'acupression et d'autres techniques comme le laser. Je rappelle qu'en France, ne sont légalement habilités à pratiquer l'acupuncture que les membres des professions médicales, c'est-à-dire en pratique les sages-femmes et les médecins. Dans le cadre de cette mise à jour concernant la douleur et l'acupuncture, nous allons utiliser des données probantes, c'est-à-dire essentiellement des données qui proviennent de l'acupuncture expérimentale, de l'imagerie cérébrale et de la recherche médicale. Les pratiques et savoirs issus de la médecine traditionnelle chinoise ne seront pas développés, mais pourront être, je dirais, abordés dans le cadre des questions et réponses. Alors, tout d'abord, la douleur, la prise en charge de la douleur a intéressé de façon ancienne les acupuncteurs et les médecins et des chercheurs s'y sont intéressés car elle a permis une approche scientifique, plus scientifique en tout cas, de la discipline. Donc, comment agit l'acupuncture dans le cas de la douleur? La première chose que nous allons voir, c'est la théorie des endorphines. Donc, une équipe chinoise, ça remonte déjà un certain temps, en 1913, a montré que chez des volontaires sains, des étudiants en médecine, que l'acupuncture allait produire une analgésie. Et surtout que cette acupuncture, si on injectait de la procaïne, qui est un anesthésique, les effets analgésiques étaient supprimés. Donc, ce qui nécessitait des récepteurs neurologiques sains. Et la deuxième chose qu'a montré cette équipe l'année d'après, c'est qu'on pouvait transférer cette analgésie de l'un pain à un autre en transférant du liquide céphalorachidien. Par la suite, donc Pomerance et Chu, en 1978, ont montré que l'injection de naloxone était capable d'inhiber cette analgésie. Et donc, ils ont développé la théorie des endorphines à la source de l'effet de l'acupuncture. Plus tard, en 1992, Shen et Han ont montré ce qu'on appelle la sécrétion différenciée d'opioïdes endogènes selon la fréquence de stimulation à 2 Hz ou à 100 Hz. Nous allons détailler un petit peu tout ça. Si on utilise l'électroacupuncture à la fréquence de 2 Hz, qu'est-ce qu'on observe? La sécrétion de 3 types de molécules, les encéphalines, les bêta-endorphines et l'endomorphine, qui vont activer les récepteurs mu aux opiacés, et donc les mu et delta, et vont permettre l'analgésie. Et si au contraire on utilise l'électroacupuncture à la fréquence de 100 Hz, on entraîne la sécrétion de dynorphine, qui est une autre molécule, qui, elle, active les récepteurs kappa aux opiacés en produisant l'analgésie. Selon la localisation des récepteurs, on a un effet analgésique au niveau de la moelle, au niveau du cerveau, mais aussi au niveau des neurones périphériques sensitifs. Est-ce que la libération d'endorphines et d'opioïdes endogènes est la seule façon d'expliquer l'effet de l'acupuncture? Non, car l'acupuncture entraîne des phénomènes complexes. Tout d'abord, il existe un effet local.
Lorsqu'on insère une aiguille d'acupuncture, on va observer la libération de toute une série de neuropeptides, parce que au niveau du point d'acupuncture vont se trouver des cellules particulières, des mastocytes, des granulés, ce qu'on appelle des granulations mastocytaires, et entraîner la libération de nombreuses substances. Il y a aussi un réflexe axonal, et il y a aussi des vaisseaux qui seront sensibles à ça. En 2010, Goldman a démontré qu'il y avait une libération d'adénosine qui allait produire une analgésie. Et Langevin, en 2006, a émis l'hypothèse qu'il pouvait exister aussi ce qu'on appelle une mécanotransduction du tissu conjonctif, donc ce qui peut rejoindre un petit peu des éléments de fasciathérapie, c'est-à-dire que l'aiguille en elle-même allait entourer des fibres du tissu conjonctif et produire un effet. Alors, est-ce que cet effet vient de la stimulation des récepteurs sensitifs présents au niveau du tissu conjonctif ou de la stimulation directe des fascias? Pour l'instant, plusieurs hypothèses sont évoquées. Cet effet local est également à l'origine de l'effet de l'acupuncture sur les points gâchettes. Donc, c'est un effet fréquemment utilisé dans l'acupuncture à l'origine de la technique du dry needling, qui consiste à piquer la zone douloureuse pour obtenir en fait un effet sur une douleur qui peut être ressentie à distance, ce qu'on appelle une douleur référée. Alors, tout à l'heure, le professeur Léonard a parlé de l'effet segmentaire, le gate control, développé en 1965, découvert en 1965 par Melzack et Wall, qui est à l'origine de l'effet de l'acupuncture au niveau du segment interne. Donc, nous allons le détailler. Pour cela, il est peut-être utile de développer la notion de sensation de Dechi. Lorsqu'on met une aiguille d'acupuncture, il y a deux types de sensations. Il peut y avoir une sensation douloureuse, ça fait mal, souvent le patient le craint. Mais une sensation plus particulière qu'on appelle le Dechi, qui a 4 composantes. Une composante d'engourdissement, une composante de distension, d'extension, de plénitude, une composante de lourdeur, une composante de douleur sourde et acerbe, comme une sensation de fatigue musculaire, mais qui est différente de la sensation de douleur habituellement ressentie à l'insertion de l'aiguille. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Cette sensation de Dechi est véhiculée par des fibres neurologiques myélinisées de large diamètre qui vont entraîner une inhibition de l'influx douloureux. Voilà. Normalement, l'influx douloureux qui est véhiculé, on l'a vu tout à l'heure, par les fibres A delta et C arrive au niveau de la moelle et va produire un influx douloureux. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on stimule le point grâce à l'aiguille d'acupuncture? On va avoir une inhibition de l'influx douloureux au niveau de la substance gélatineuse de Rolando. Et donc, pour certains, c'est un support de l'analgésie qu'on appelle l'analgésie segmentaire, c'est-à-dire dans la zone douloureuse. On a vu tout à l'heure que c'était le principe d'utilisation de la stimulation transcutanée. C'est aussi le principe, ce qui explique que quand on va frotter un membre au niveau de la zone douloureuse, on va obtenir un effet analgésique. Est-ce le seul phénomène observé lorsqu'on utilise l'aiguille d'acupuncture? Non. Il y a des effets inhibiteurs centraux qui ont déjà été évoqués au cours de ce congrès. La douleur, lorsqu'elle arrive, donc on a vu qu'elle était véhiculée jusqu'au corne postérieur de la moelle, qu'elle est remontée au niveau du cerveau dans la zone du thalamus. Et là, il va y avoir deux effets. Il va y avoir l'activation d'une composante sensorielle qui va être dirigée vers le cortex somatosensoriel et qui va pouvoir donner des renseignements sur la localisation de la douleur, sa nature, sa qualité, sa durée. Puis il y a une composante qui va être affectée vers le système limbique, donc qui est un système très complexe, qui va donner la composante affective de la douleur. Il y a à ce niveau plusieurs systèmes régulateurs. Tout d'abord, un système qu'on va appeler régulateur avant d'avoir les systèmes inhibiteurs. Au niveau du cortex cingulaire antérieur, qui fait partie du système limbique, il y a l'activation d'un système inhibiteur qui est véhiculé par le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, et qui s'additionne à l'effet segmentaire pour supprimer, inhiber
réduire la douleur. Puis il y a un système véhiculé par le glutamate qui est excitateur et qui va stimuler les récepteurs au glutamate. Nous avons vu hier que dans certaines pathologies, comme la fibromyalgie, par exemple, le taux de glutamate peut être augmenté, ce qui va abaisser le seuil douloureux et faire que le patient est hyperalgique. Il va ressentir différemment la douleur et un influx qui ne devrait pas donner une douleur ou une douleur peu intense va donner une douleur très intense. Il y a également deux autres systèmes inhibiteurs qui ont été évoqués tout à l'heure. Tout d'abord, un système inhibiteur induit par une stimulation corticale, par une voie qui véhicule, qu'on appelle adrénergique, c'est qui met en jeu la noradrénaline, une voie sérotoninergique qui met en jeu la sérotonine, un autre médiateur, il y a une capacité de diminuer la douleur. C'est à l'origine de l'effet éventuel de l'hypnose ou de l'effet placebo, du fait des connexions qui peuvent exister entre le lobe frontal et le thalamus. Et un autre système inhibiteur est celui qu'on appelle système inhibiteur dû à une stimulation nociceptive, c'est-à-dire que là, il y a une sécrétion d'endorphine et de sérotonine également. L'influx douloureux qui se produit à un autre étage, c'est un autre mécanisme que le système segmentaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir au niveau du bras une douleur qui va arriver là, qui va remonter au niveau thalamique, qui va ensuite être transférée à la substance grise périaqueducale et entraîner l'inhibition de la douleur. Donc, on pouvait avoir auparavant, par exemple, une douleur du genou qui va être inhibée par une douleur au niveau du bras. C'est ce qu'on appelle le CIDN. Parmi les phénomènes observés, nous avons vu donc, la libération d'opioïdes endogènes, la fermeture de la porte, ce qu'on appelle le gate control, l'effet vocal, les effets inhibiteurs centraux. Il y a également un effet anti-inflammatoire qui est tout à fait intéressant dans la prise en charge de la douleur. Donc, la stimulation mécanique va entraîner une mise en jeu de tous les systèmes de la douleur, mais le microtraumatisme engendré va donner toute une libération de molécules anti-inflammatoires qui sont responsables de l'analgésie. Alors, c'est tellement complexe, comme on peut le voir sur ce schéma, qu'on parle véritablement de souple inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a l'intervention d'interleukines, les interleukines 1, 6, le TNF-alpha, les COX-2, donc toute une série de molécules qui vont entraîner de l'inflammation et qui vont agir sur la douleur. L'acupuncture est capable d'agir à ce niveau-là. Donc, si on veut résumer sur les lieux d'action de l'acupuncture, on a un effet local, un effet segmentaire, un effet supraspinal, ensuite ce qu'on appelle des effets inhibiteurs et des effets anti-inflammatoires. Il y a également d'autres effets qui sont peu connus ou plus récents, notamment la libération de molécules non opioïdes. Sur quel type de douleur l'acupuncture peut-elle agir? C'est un des intérêts de la discipline, c'est que l'acupuncture peut agir sur les différents types de douleurs. Alors, il est classique de distinguer ce qu'on appelle la douleur nociceptive, qui est due à la stimulation de récepteurs à la douleur, notamment dans le cadre d'une blessure, d'une brûlure, d'une infection. Et là, la douleur est perçue comme un signal d'alarme. Il y a aussi les douleurs neuropathiques, qui sont dues à une atteinte du système nerveux, qu'il soit périphérique ou central. On l'observe dans le cas du diabète, de l'alcool, des traitements anticancéreux, par exemple, dans le cadre des AVC. Il y a des douleurs neuroplastiques qui sont dues à des défauts d'intégration du signal douloureux. On a pu l'observer, par exemple, dans la fibromyalgie ou dans le syndrome de l'intestin irritable qui a été développé ce matin. Il y a surtout des douleurs mixtes qui vont associer les différents types de douleurs. L'intérêt que peut avoir l'acupuncture, c'est que chaque type de douleur est sensible à un traitement différent. On va traiter par exemple la douleur nociceptive avec des antalgiques de différents niveaux, la douleur neuropathique par des antiépileptiques ou des antidépresseurs. Et l'acupuncture
va traiter les différents types de douleurs. Quel est l'intérêt de l'acupuncture expérimentale? Alors, je crois qu'il a été suffisamment développé que les données de la médecine sont indispensables dans le cadre de l'évaluation des interventions non médicamenteuses, et l'acupuncture s'appuie notamment sur des forts niveaux de preuves, notamment dus à l'acupuncture expérimentale. Il est assez facile, en acupuncture expérimentale, de reproduire différents types de douleurs. Et on est capable de reproduire une douleur neuropathique chez la souris. Et qu'est-ce qu'on observe à ce moment-là? C'est que l'électroacupuncture, dans ce cadre-là, appliquée à la fréquence de 15 Hz, va entraîner une diminution du glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur au niveau de l'hippocampe. Alors là, on a une petite représentation de l'hippocampe chez l'homme. Et donc, on a une diminution du glutamate excitateur et une augmentation du GABA inhibiteur au niveau de la substance grise périaqueducale. L'acupuncture est capable d'agir dans le cadre des douleurs neuropathiques. On sait que dans les cadres des douleurs neuropathiques, on va observer de la neuroplasticité, de la sensibilisation centrale et une altération des systèmes de modulation. Alors, je vais détailler un petit peu certains éléments. Alors, l'acupuncture agit sur les 3 éléments. Dans le cadre de la neuroplasticité, donc il a été observé que l'électroacupuncture allait améliorer la douleur neuropathique. Et le concept qui est tout à fait intéressant, qui a été abordé un petit peu ce matin, c'est l'inhibition de l'activation cellulaire gliale. Pour diverses raisons, lorsqu'il y a une atteinte du système nerveux, celui-ci va se réparer avec des éléments de neuroplasticité, c'est-à-dire que les cellules qui intéressaient jusqu'à présent grandement dans l'étude du système nerveux, c'était les neurones qui transmettaient l'information. On se souciait moins des cellules de la microglie et des astrocytes qui étaient assimilées à un tissu de soutien. On sait actuellement que ces cellules, donc les astrocytes et les cellules de la microglie, sont capables de changer l'environnement des neurones et de moduler la transmission de l'influx nerveux et l'influx douloureux. Quand il y a une atteinte de ces cellules, des cellules neurologiques, des neurones, en fait, les astrocytes vont se développer et vont modifier l'environnement en produisant une activation cellulaire gliale, ce qui est à l'origine de la neuroplasticité. Cette neuroplasticité, on pourrait imaginer qu'elle est bénéfique parce qu'elle permet la réparation et la connexion. En fait, elle va entraîner des phénomènes douloureux. Par exemple, on va avoir des hyperalgies, donc un influx qui normalement ne doit pas donner une douleur, va donner une douleur, ou des phénomènes d'allodynie, c'est quelque chose qui normalement ne donne pas de douleur, une sensation tactile par exemple, qui va être douloureuse. Cette activation gliale est inhibée par l'acupuncture, comme l'ont montré donc, par 3 voies que je ne vais pas détailler. Donc, on voit les études là, qui datent c'est des études très récentes, de 2019-2020, qui montrent qu'il y a une inhibition de cette activation cellulaire gliale. Bien évidemment, le système nerveux et je dirais d'autres éléments chez l'homme et chez l'animal, chez la souris, qui est l'animal le plus étudié, ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est toujours difficile d'extrapoler les données observées chez l'animal de celles observées chez l'homme. Donc, on va utiliser d'autres techniques, notamment l'imagerie cérébrale qui va beaucoup servir dans l'étude de l'acupuncture et de la douleur. Alors là, j'ai pris 2 exemples. Tout d'abord, une étude qui a été faite par Richard Harris en 2009 qui utilise la technologie du PET scan, c'est-à-dire en fait le scanner par émission de positrons. Et qu'est-ce qui est intéressant dans cette étude? C'est que la vraie acupuncture stimule certaines zones, alors que les procédures de contrôle, ce qu'on appelle la sham-acupuncture, l'acupuncture factice ne stimule pas les mêmes zones. Donc, il y a une différence observée sur les zones de stimulation. Ce qui est tout à fait intéressant parce que l'effet antalgique pourrait laisser croire que ce sont les mêmes zones qui sont stimulées. La deuxième
chose, c'est en fait l'augmentation de l'utilisation des techniques d'imagerie fonctionnelle par l'IRM fonctionnel, et dont on voit qu'il y a une étude croissante et une évolution des études qui utilisent cette technique dans le cadre de l'acupuncture. L'autre étude qui met en jeu cette technique, c'est une étude alors, de Vitaly Napadov qui date de 2007 avec non pas une mise à jour, mais un autre article en 2017. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a stimulé des points d'acupuncture dans le cadre du syndrome du canal carpien. Qu'est-ce qu'il a observé? On a observé que chez le sujet sain, il y a une séparation des zones de sensibilité sur les trois doigts. Donc, il a utilisé en fait le doigt numéro 2, le 3 et le 5. Et ces zones sont séparées. Chez le sujet qui présente une douleur du syndrome du canal carpien, alors je prends juste 2 minutes pour rappeler que le syndrome du canal carpien, c'est la compression du nerf médian au niveau du canal carpien et qui va produire une douleur, on va dire, de type neuropathique, puisqu'il y a une atteinte du nerf. Et qu'en faisant de l'acupuncture, on allait séparer ces zones, donc il y a un effet qui est observable sur les images d'imagerie. Et donc, cette étude a été reprise par Maïda en 2017, donc Vitaly Napadov fait partie des auteurs. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une amélioration, une corrélation entre l'amélioration clinique et l'espacement de ces zones correspondant au deuxième, troisième et cinquième doigt. Et que les effets de l'acupuncture sont durables dans le temps et qu'on va observer, si vous voulez, une différence entre l'acupuncture. Donc ça, c'est l'acupuncture, la fausse acupuncture, l'acupuncture factice par rapport à l'acupuncture locale. L'intérêt de cette étude, donc là je ne le détaille pas, mais c'est qu'il y a également une différence entre les techniques d'acupuncture, et donc là il a piqué des points à distance, et on voit que les points à distance, ce sont eux qui ont l'effet le plus durable sur la diminution de la douleur. Et ensuite, le point le plus intéressant, sont les données de la recherche biomédicale, puisqu'il existe véritablement une recherche biomédicale dans le cadre de l'acupuncture. Alors, j'ai pris donc, quelques études pour montrer en fait cette évolution de la recherche au cours des 20 dernières années. Donc, au cours des 20 dernières années, 13 320 publications sont répertoriées dans le cadre de la recherche. Donc ça, cette étude date de 2016. Les thèmes abordés, donc la douleur, le cancer, l'arthrose, les indications obstétricales, les troubles de l'humeur. Ce qui est important, c'est que c'est le taux de croissance. Le taux de croissance annuel est de 10,7% contre 4,5% en biomédecine. Donc il y a une augmentation du nombre des recherches et également une augmentation de la qualité. Puisqu'on observe qu'en 1995, les ECR, donc les essais contrôlés randomisés, dont on connaît les limites, mais on connaît aussi les avantages, représentaient 7,4% en 1995. Ils représentent 20,3% en 2014. L'élément le plus étudié, notamment, c'est la douleur, on l'a vu, avec presque 40% des études. Alors, une étude plus récente, bien sûr, puisqu'elle est parue cette année, recense 4 595 publications uniquement dans le cadre du traitement de la prise en charge de la douleur par acupuncture. Donc, on voit que le thème est croissant et que le nombre d'études est réellement en augmentation constante. Les lieux d'origine des publications, ce sont les États-Unis, sachant qu'en Chine, le thème majeur, ce sont les études sur l'appareil neurologique. Alors, on a vu que dans le cadre de la neuroplasticité et de la réparation suite aux atteintes et aux dommages du système nerveux, il y a une corrélation entre ces deux thèmes. Donc, le dernier élément, c'est l'intégration des méta-analyses, puisque dans le cadre de l'acupuncture, on a à disposition, bien sûr, des essais cliniques randomisés, mais aussi des études, des revues systématiques et des méta-analyses, ce qui fait, je dirais, la force de la preuve en acupuncture.
Donc, deux études vont être intéressantes pour nous. Tout d'abord, l'étude de Vickers en 2018. En fait, il s'agit d'une étude qui a été faite en 2012 et qui a été mise à jour en 2018, qui porte sur 39 ECR, sur un nombre conséquent de patients, puisqu'il y a 20 827 patients. Dans 4 tableaux cliniques qui correspondent à des motifs fréquents de consultation en médecine, des douleurs chroniques musculo-squelettiques non spécifiques, des céphalées chroniques, l'arthrose et les douleurs de l'épaule. Donc, quels sont les éléments significatifs de l'étude? C'est que l'acupuncture est efficace et que ses effets persistent dans le temps. L'acupuncture est significativement supérieure au groupe contrôle dans chacune des situations cliniques étudiées, à la fois en comparaison au groupe sans acupuncture et au groupe acupuncture factice. Et ensuite, que les effets de l'acupuncture persistent dans le temps, au fil du temps, avec seulement une légère baisse d'environ 15% au bout d'un an. Ensuite, donc l'étude très importante, c'est l'étude parue dans JAMA Oncologie, donc en 2019. Alors pourquoi elle est importante? Tout d'abord, par ce qu'on appelle l'impact factor de la revue, c'est-à-dire une revue à comité de lecture avec un impact factor de 24,79 qui est tout à fait important et qui va nous montrer que d'abord que cette étude porte, alors la revue systématique porte sur 17 ECR, la méta-analyse sur 14 ECR. Et quels sont les résultats de l'étude? C'est que l'acupuncture seule permet une diminution déjà de 1,38 sur l'échelle visuelle analogique. Donc l'acupuncture est efficace sur l'ontologie, sur la douleur. Que l'acupuncture associée à l'acupressure, donc la stimulation mécanique du point, entraîne une diminution de 1,44. Et que l'acupuncture ou l'acupressure permettent une diminution de la prise quotidienne de morphine. Alors, l'élément important, c'est ce qui va être montré par les revues systématiques, c'est qu'on dispose actuellement, et donc c'est tout à fait important dans le cas des interventions non médicamenteuses, c'est qu'en novembre 2020, on dispose de 1775 revues systématiques, donc ce qui est tout à fait considérable, et qu'il y a 432 recommandations de bonnes pratiques, donc 80% sont favorables à l'utilisation de l'acupuncture. Que retenir? L'intérêt des données de l'expérimentation animale et de l'imagerie fonctionnelle cérébrale, la place très importante du thème douleur dans la recherche médicale et l'apport des études cliniques, des méta-analyses et les revues systématiques. Et qu'en attendre? Alors, c'est un élément un peu particulier parce que les patients, finalement, je dirais, sont convaincus de l'intérêt de l'acupuncture. C'est surtout l'intégration de l'acupuncture par l'ensemble de la communauté médicale. Ce qui a été remarqué auparavant, c'est qu'effectivement, il y a parfois du chemin à faire. Alors, surtout dans le cadre, on en a parlé tout à l'heure, c'est dans le cadre un petit peu des campagnes, je dirais, de dénigrement de certaines techniques. Et donc, il me semblait très important de montrer que l'acupuncture repose sur des données scientifiques. Merci à vous. Et donc, j'attends avec plaisir vos questions. Merci, cher confrère, d'avoir tenu le temps et effectivement, le chemin est encore, je pense, un petit peu long. Alors, il y a une question. Alors, je vois et je remarque que l'acupuncture, c'est peut-être plus simple que d'autres médecines complémentaires pour essayer de les évaluer sur le terrain de l'évaluation quantitative. Et tu as montré de très belles, effectivement, méta-analyses qui mettent en évidence l'efficacité. Question justement méthodologique. Première question, ces multiples effets sont-ils observés aussi dans les traitements placebo d'acupuncture ou ne sont-ils observés que lors de stimulation de vrais points d'acupuncture? Et pourquoi? Alors, c'est un point tout à fait important. Alors, normalement, devait intervenir au cours du congrès Fabrizio Benedetti qui allait développer le concept de placebo. Alors, il faut comprendre que souvent, l'acupuncture, en fait, il y a, quand on le peut, 3 bras, c'est-à-dire un bras de soins courants qui va servir de contrôle pour différencier de l'effet, je dirais, l'évolution naturelle de la maladie. Et il y a aussi un bras appelé champ acupuncture, c'est-à-dire l'acupuncture factice. Un des éléments particuliers, c'est de montrer que le bras champ acupuncture n'est pas inerte.
Donc, il y a un grand effet. Donc, c'est pour ça que c'est très particulier. Alors, pour résumer, parce que c'est toujours difficile, c'est que la chum acupuncture a un effet. Donc, il a été évalué, par exemple, dans l'étude de Vickers à 0,5 et qu'il y a la différence, la vraie acupuncture va donner un effet de 0,2 en plus des 0,5. Ça veut dire qu'il y a une grande composante, en fait, dite non spécifique, je préférais appeler plus non spécifique que placebo. Alors, en sachant que, bien évidemment, tous les mystères de l'effet placebo ne sont pas, je dirais, révélés, puisqu'en fait, on sait qu'il y a des bases de neurophysiologie, je l'ai très brièvement abordé, et notamment la stimulation du cortex préfrontal va activer la substance grise périaqueducale, va entraîner une sécrétion de toute une série de molécules qui sont à l'origine de l'effet dit placebo. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, oui, très bien. Et deuxième question, quid de l'auriculothérapie? Les mécanismes sont similaires? Alors, l'auriculothérapie, les mécanismes ne sont pas similaires. Je ne sais pas si certains auriculothérapeutes, je dirais, nous écoutent. Alors, on ne l'a pas bien détaillé dans la dernière étude, mais l'auriculo-acupuncture est très spécifique. Il y a des études particulières. Par contre, la référence, au début, on avait vu que l'acupuncture, bien sûr, se réfère au principe de la médecine traditionnelle chinoise, tandis que l'auriculothérapie ne fait pas appel à ces principes. C'est-à-dire, on va dire, le système de stimulation pourrait être identique. On va utiliser des aiguilles, mais ce n'est pas le seul moyen de stimuler les points. On peut les stimuler avec des systèmes qui génèrent du froid, qui vont la cryostimulation. Et donc, le principe est différent. C'est en fait, c'est un système de bidromique, ça fait plus intervenir la neurophysiologie. Très bien, merci, merci beaucoup. Je crois qu'on a toutes les… Peut-être une petite dernière question. Est-ce que vous recommandez la stimulation du point 60 volts pour soulager la douleur? 60 V, 60 volts. 60 V, alors oui, c'est un point diantalgique, mais ça va dépendre en fait du type de douleur. C'est un point, si c'est le 60 V, c'est un point qui est situé au niveau du talon et qui peut être utilisé. Alors après, je crois que c'est tout à fait important de dire que pour le patient, on peut utiliser des techniques de massage du point, voilà, et qui viennent en complément de la prise en charge par acupuncture. Merci à vous. Pas forcément les aiguilles. Merci beaucoup.